Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, rebonsoir à tous nos auditeurs, à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre bien sûr sur le DAB, sur le web, sur les applications smartphone et puis sur le live Facebook pour un nouvel interview ce soir avec une personne que j'ai l'habitude de recevoir et que je suis content de recevoir à nouveau. On s'était vu au mois de septembre, il est de retour au mois d'octobre, c'est notre cher Yvon Bertorello. Bonsoir Yvon. Bonsoir Jean-Luc. Accompagné ce soir d'un dessinateur, le dessinateur de la BD que nous allons vous présenter ce soir, c'est monsieur Aurélien Bédenot. Je le disais, dessinateur. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, et je me permets de le dire, c'est Aurélien Bédenot. Bédenot, comme pardon. une BD, ce qui finalement était un nom prédestiné. Ah, bravo. Oui, c'est vrai qu'il y a un accent sur le... Bravo. Merci de la rectification. On est parti pour notre interview habituelle pour découvrir cette nouvelle BD. Je dis nouvelle parce que maintenant, je crois que c'est la personne que j'ai le plus reçue dans cette radio. C'est Yvon Bertorello. C'est en gros, en moyenne, c'est entre 5 et 6 BD par an, au moins. Et donc, j'en découvre une nouvelle. Celle-ci, je savais qu'elle allait arriver. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est grâce à cette future BD qui est sortie aujourd'hui, qu'on s'est connus. Puisque c'était au moment où tu commençais à vouloir travailler sur la ligne Maginot et que tu cherchais à rencontrer les maires du coin, à avoir des renseignements. Et donc, on s'est connus comme ça. Tu es venu vers moi. Exactement, ça prouve que ce projet date de quelques années parce qu'on a eu beaucoup de mal pour le lancer, pour trouver des financements. 2017 exactement. Voilà, c'est ça, exactement. 2017. Ça a été très très dur. Pendant 2 ans, il était au point mort, en stand-by parce qu'il y a eu le Covid. Parce que c'est un gros projet et il fallait trouver 100 000 € pour faire un volume. Finalement, d'un volume, on en a fait 2. C'était parce qu'on ne pouvait plus attendre, il fallait vraiment sortir le tome 1, parce que les partenaires commençaient à s'impatienter. Certains se sont retirés, parce que vraiment une BD, on met une année et demie, là on a mis 3 ans, donc c'était un peu compliqué. Mais enfin, ça y est, le projet est lancé, il est magnifique, et je suis ravi de venir le présenter. De présenter aux auditeurs Aurélien Bédenot, le bien nommé, qui a beaucoup de talent et que je connais depuis, je ne sais plus, une quinzaine d'années. Non, 9 ans environ. Ah non, plus que ça, c'était avant que je vienne ici. Ah, mais je peux te l'assurer, on s'était rencontrés à Angoulême. À Angoulême, et je me souviens... Festival de la BD. Exactement, au Festival de la bande dessinée. Le plus grand festival de BD de France. Mais du monde. Non, du monde. Ah oui, mais il y a des gens du monde entier qui y viennent. Et c'est un lieu formidable puisqu'on peut se rencontrer. Et c'est là que j'ai rencontré Arnaud Delalande, Simona Bogavino et puis Yvon Bertorello. Et ça ne s'est fait que finalement aux environs de, oui, peut-être 2018, 2019, où tu m'as parlé de la ligne Maginot. Oui, c'est ça. Alors Aurélien, est-ce que vous pouvez me confirmer que Yvon Bertorello est un personnage ? Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Le Bertorello à poil ras est un personnage qui multiplie les rencontres, qui, comme l'a dit un de mes scénaristes, il vendrait de la glace à un Esquimau. Et il faut voir avec quel abattage il vend les bandes dessinées quand les gens se ruent vers nous. Et très rapidement, on l'a vu là au festival du Salon du Livre d'Histoire de Villeneuve-Loubet, en milieu d'après-midi, on avait déjà plus d'albums à vendre. Tu m'as envoyé un petit message avec combien de BD tu avais dédicacé, 85 ou 90 BD. Plusieurs dizaines, donc on était... C'est incroyable. Très content. Tu es connu partout. Mais comme le disait Aurélien, il n'y en avait plus à 15h, c'est la vérité, ouais. Tant mieux. Tant mieux, ouais, tant mieux. Alors, on va présenter cette BD ce soir, l'Anime Maginot, le tome 1, puisque il y aura bien sûr d'autres tomes. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pour ceux que... Est-ce qu'il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est que la ligne Maginot ? Mais est-ce que c'est... Ce qu'est la ligne Maginot déjà. Alors en fait, beaucoup de gens pensent connaître, mais ils ne connaissent pas vraiment la ligne Maginot. Ils inversent la construction, ils inversent la direction géographique. La ligne Maginot porte le nom de quelqu'un, enfin elle ne devrait pas porter le nom de cette personne-là, c'est Maginot qui est ministre de la guerre, elle devrait plutôt s'appeler la ligne Pain-Levé, c'est celui qui a eu l'idée de cette ligne Maginot, cette série de fortifications, et finalement elle a pris le nom de Monsieur Maginot. Il y a eu une dizaine d'années à peu près un peu plus de construction. Une ligne de défense fortifiée. C'est à peu près 900 fortifications, casemates, avant-postes, on va dire
dire, entre même la Tunisie, parce qu'elle commence en Tunisie finalement, c'était protectorat français, il y a la Corse de l'Est, et elle reprend ici chez nous à Menton, à Roquebrune-Cap-Martin, pour se terminer dans les Ardennes, en Belgique. Et on expliquera un peu plus loin dans l'émission pourquoi ça s'arrête là. Donc c'est un projet très ambitieux, et il fallait rassurer les populations, parce qu'après le choc de 14-18, on voulait leur démontrer que la France pouvait se défendre d'une invasion possible. Et là, l'invasion possible, c'était l'Italie dans les années 20, puisque Mussolini venait de prendre le pouvoir à Rome. Le fameux discours que l'on voit dans la BD si bien représenté, Place de Venise. C'est le début. Hein. Le début où le Duce dit, voilà, on va reprendre la Corse, la Savoie, les Savoies, le comté de Nice. Et donc la France prend peur. Et ils vont décider donc cette fortification, cette ligne de fortification pour rassurer les populations, sachant que c'était quasiment inutile dans les années 30, ça ne servirait à plus rien, mais bon, peu importe. Ils ont fait cette ligne, ils ont voté les budgets, ça a été assez hargneux parce qu'autrefois, ils ne ménageaient pas le vocabulaire au Parlement. Je crois que c'est au moins le budget d'un porte-avions pour commencer. Enfin, c'est colossal pour l'époque. Sur la totalité, tu parles de la ligne Maginot ? Oui, mais... Je crois que pour les fortifications aux alentours de Nice, c'est déjà 200 millions de francs, anciens francs de l'époque, rien que aux alentours de Nice. Ce qui est colossal, hein. Est-ce que tu peux me confirmer? Alors, j'ai ouï dire qu'il y a beaucoup d'éléments de la ligne Maginot qui n'ont même pas servi. Qui ont été construits mais qui ont pratiquement il y en a qui n'ont pas été terminés. Sur l'Authion par exemple, il y a un fort, l'entrée n'est pas terminée, quelques blocs à l'extérieur. Il y en a plein parce qu'on ne savait pas si la guerre allait commencer et d'ailleurs si elle allait avoir lieu. En 1939, quand il y a eu la déclaration de guerre, il y a plein de forts qui étaient en construction, donc ils ne les ont jamais terminés. Quelquefois, il y a juste quelques galeries creusées, il n'y a même pas de béton armé. C'est très très varié. Et je voulais revenir en arrière. Donc cette ligne Maginot, ça c'est très important de le comprendre, cette ligne de fortification commence dans notre région. Elle commence en Méditerranée. Les gens vont être surpris. Alors, même au niveau de la construction? Oui, absolument. Les premiers éléments ont été construits chez nous. On va expliquer ça. Les gens sont surpris, j'imagine. Beaucoup sont surpris parce que même les passionnés de Maginot, quelquefois, ils s'imaginent que ça a commencé dans l'Est. Pas du tout. Comme je disais au début, ça a commencé ici, parce que le danger dans les années 20, c'était le fascisme italien, Mussolini, et donc il fallait se protéger et rassurer les populations. Et donc on a commencé ici, la toute première, le prototype, c'est Reims-Place, je crois, dans la vallée de la Tinée, entre la Tinée et Val-de-Blore. En 1928. Voilà, terre inaugurée d'ailleurs et bénie, parce qu'à l'époque tout se bénissait, par le fameux Monseigneur Raymond, l'évêque de Nice, qui est un type extraordinaire, puisqu'il est juste à Yad Vashem. Il a contribué à sauver plus de 500 enfants juifs. C'est le même personnage qu'on retrouve là. C'est le même personnage qui était dans la BD que tu as présenté sur les justes parmi les nations. Fin d'année dernière. Voilà, exactement. Si je fais cette remarque. Qui est malheureusement de triste actualité, cette BD. Malheureusement, oui. Malheureusement, voilà. Alors, donc, revenons à nos moutons. Donc, ils vont voter les budgets. Ils vont commencer la ligne Maginot avec un prototype. D'ailleurs, il y a eu plein de ratés à Reims-Place. C'est ça, Aurélien, beaucoup. Aurélien est devenu vraiment un connaisseur parce vous allez vous en rendre compte très rapidement. Il a acheté beaucoup d'ouvrages, il s'est documenté. Et puis aussi, tous les auteurs, que ce soit Aurélien, Éric Soffel et Serge Scotto. On va les citer d'ailleurs, hein, oui, voilà, on va les rappeler. Ça, c'est les auteurs. Nous sommes tous venus moult et moult fois sur les lieux. Faire des repérages quand on en a la possibilité, c'est formidable. C'est la question que j'allais te poser, mon cher, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui est bien, c'est que les interviews avec Torello, des fois, j'ai pas besoin de poser les questions parce qu'il déroule, en fin de compte, et toutes les questions que je veux poser, il est là, il me donne les réponses. En fin de compte, oui, j'allais revenir un petit peu sur ton modus operandi qui est pratiquement tout le temps le même, c'est qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup de documentation avant d'aller travailler sur une BD. Et tu disais donc Aurélien qui est le dessinateur et qui d'habitude en fin de compte dessine par rapport déjà à votre scénario, mais il a été beaucoup se renseigner aussi pour pouvoir dessiner, c'est ça Aurélien? Alors oui, je vais juste terminer sur ce qu'on disait sur la construction de la ligne Maginot. Tout petit point, c'est que ça a été très long et très laborieux, puisque en fait on a commencé sur le fort de Reims-Place en 1928, mais finalement le ministre de la guerre qui a suivi, après Paul Painlevé qui était André Maginot, n'a obtenu réellement les fonds
pour construire ces forts-là qu'en 1931. Donc cela demandait assez de temps. Donc pour en revenir à la... C'était quoi la question déjà ? C'est bien, ça c'est le vrai artiste. En tout cas, non, je disais que Aurélien, vous êtes aussi beaucoup renseigné, puisque en fin de compte, vous êtes plutôt le dessinateur. Il est venu avec des planches d'ailleurs, il va nous montrer comment la manière dont il travaille. Il a des planches de la BD d'ailleurs. Hein, il travaille à l'ancienne, hein, ce sont les originales. Alors, il travaille donc au dessin, au stylo, parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs aujourd'hui qui travaillent. Non. Je ne travaille pas au stylo, je travaille à la plume et au pinceau. Voilà, à la plume et au pinceau. Voyons, Jean-Luc. On peut travailler avec tout, Au stylo, mais bon, je tenais mon stylo dans la main, c'est pour ça que je voulais dire donc à la plume et au pinceau, alors qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de dessinateurs qui travaillent à la tablette graphique et qui font directement. Personnellement, moi je trouve ça moins sensuel, la tablette graphique. Et je suis un peu un dessinateur à l'ancienne, mais mes références sont autant actuelles, ça peut être Steve Cusor pour ceux qui connaissent, ou Ralph Meyer, que des dessinateurs comme Jean-Claude Gall, comme Aura Leon, qui faisaient des horror comics. Là, il est en train de me parler chinois. Ce sont des auteurs de BD. Voilà, peut-être que certains auditeurs verront de qui il s'agit. Mais pour parler du repérage, voici ce que j'ai essayé de faire. On peut montrer à la caméra qui est ici, voilà, la petite caméra est là. La petite caméra est là. Alors voilà, très bien. Alors c'est peut-être pas très radiophonique, mais pour ceux qui ont l'image, nous avons là donc une planche. Incliner un petit, non, dans l'autre sens. Pour pas qu'il y ait la lumière de l'éclairage. Alors voici là par exemple l'image de la couverture. Alors pour le format, c'est un format un petit peu inférieur au format A2 et largement supérieur au format A3. Vous voyez la taille, c'est assez grand, mais Jean-Claude Gall, un dessinateur qui a beaucoup œuvré pour le magazine Métal Hurlant. C'est du 60 sur 40, hein, pour donner ici, voilà, c'est en gros du 60 sur 40. Voilà. Jean-Claude Gall travaillait sur le même format. Ça me permet d'avoir beaucoup d'ampleur sur le geste et ça me permet d'être détaillé, précis. Parce que je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, cette planche-là reconstitue la frontière entre Menton et Vintimille. Et je savais à l'avance que l'un des personnages principaux allait être le décor. Alors, c'est l'inclinaison, voilà, un peu plus incliné, voilà, c'est un peu plus incliné. Est-ce que là on voit bien ? Est-ce qu'on voit bien la planche de bande dessinée ? Alors, on va la récupérer, je vais la récupérer pour la mettre devant ma caméra, moi, qui n'a pas d'éclairage. Alors, je vais la prendre. Ah d'accord, très bien. Chers auditeurs, on est en direct et vous voyez tout ce qui est en train de se passer. C'est toujours en direct. Voilà, devant mon visage, vous allez avoir la planche qui va venir donc et qui va vous présenter. Voilà. En bas de la planche, nous avons la reconstitution fidèle de la frontière entre Menton et Vintimille, qui est un lieu stratégique dans cet album. Pour ceux qui nous suivent bien sûr sur le live Facebook, hein, donc c'est sûr qu'en radio vous n'avez pas l'image, mais là on a. Alors pour cette documentation là par exemple, savez-vous combien de temps j'ai mis pour me documenter rien que sur ce lieu ? Alors déjà il y a la partie documentation. Exactement. Combien de temps avant la partie dessin ? Rien que sur ce lieu. Rien que sur cette seule planche, et d'ailleurs finalement ça a été bien utile puisque ce lieu-là revient tout du long de l'album et même en couverture. J'ai mis 1 semaine pour me documenter sur internet. J'ai dû collecter près de 1000 photos, cartes postales diverses, sans compter le repérage que nous avions fait au préalable sur place. Alors pourquoi autant d'images pour en fin de compte pour en choisir qu'une à l'arrivée et qu'il n'y a qu'un exemple ? Pourquoi en regarder autant ? Sachant qu'il y en a beaucoup qui devaient être identiques. Oui, alors déjà, en fait, tout simplement parce que je n'avais aucune image qui montrait ce lieu-là sous cet angle-là. D'accord. Donc, je dois faire un travail de reconstitution à travers 1001 angles de vue. Je dois en trouver un nouveau. D'accord. Et souvent, c'est le petit détail que je vais retrouver au bout de 3 heures de recherche. C'est le petit détail qui me manquait. Il y avait donc un cyprès à cet endroit-là. Il y avait 2 palmiers à cet endroit-là. Je vais à ce niveau-là de détail. On rappelle que la plupart des BD d'Yvan sont vraiment très très proches de la... C'est la réalité, hein. C'est-à-dire qu'au niveau des photos, au niveau de ce qui est dessiné, voilà, c'est pas du roman. Alors la trame souvent est un roman, mais le dessin lui est très réel. Exactement, parce que le but de nos BD, c'est qu'elles soient à la fois ludiques, qu'on s'amuse, qu'on se divertisse, mais qu'elle soit aussi didactique. Il faut qu'on apprenne. Et apprendre tout en se divertissant, c'est l'idéal, me semble-t-il. Exactement. Et puis, alors, je vais continuer de répondre à votre question. Là où je mets un point d'honneur, c'est... Alors, ça va peut-être être un gros mot par les temps qui courent, mais je veux faire une œuvre d'art. Je veux procurer une émotion au lecteur. C'est la première fois que j'entends qu'une œuvre d'art est un gros mot, mais bon, en tout cas, bravo. Par les temps qui courent, c'est un gros mot. Vous savez qu'on a dit à certains auteurs, on n'est pas là pour faire des œuvres d'art. Eh ben si, je vais essayer de faire une œuvre d'art, je vais essayer de donner une émotion. Et pour donner une émotion, quelque part, quand je veux représenter un lieu,
il faut que je m'immerge complètement de ce lieu. Si je dois représenter un mur de béton, il faut que je ressente la froideur du béton. Si je présente un soldat effrayé, il faut que je devienne presque ce soldat effrayé. Je suis comédien aussi à côté. Donc, quelque part, j'ai l'habitude de ce processus d'incarnation qui permet de rendre une émotion. Sinon, je pourrais le faire en dilettante, très rapidement, avec un dessin un peu adroit, mais un peu bâclé, et on n'aurait pas ce même niveau d'émotion que je cherche à transmettre. Et avec des informations Wikipédia, comme beaucoup d'auteurs de BD. Et nous, c'est pas du tout une BD Wikipédia, c'est une BD où il y a des spécialistes, parce qu'on peut pas tout connaître. C'est la question que j'allais te poser, mon cher. Qui a été sur cette BD-là? Je sais que chaque fois, tu as un genre d'expert, quelqu'un qui te rend... Tout à fait. Les gens connaissent notre série sur le monde romain, la série Ad Romam. Là, c'est Christine Didier ou Ève Bondroit. Voilà, donc... Christine Didier pour le monde romain, Ève Bondroit pour la partie païenne et celtique. Et bien là, c'est pareil. On est dans une toute autre époque, il fallait des spécialistes. Et l'un des spécialistes de cette bande dessinée, enfin de cette époque, pardon, c'est Alain Montferrand, qui est le président de l'association Vauban, qui s'occupe des forts de Vauban jusqu'à Maginot, et qui connaît tout sur tout. Il connaît les détails des costumes, les uniformes, les anecdotes. Enfin, il est absolument imbattable. Il est extraordinaire, il a une énorme expérience, il a 40 ans d'expérience, il connaît tout, il est venu dans les forts, enfin, c'est le connaisseur des connaisseurs. Il connaît davantage Maginot que certains spécialistes du monde militaire, parce qu'il y en a, il y a eu plein d'ouvrages écrits. Évidemment, on a des érudits locaux qui nous ont aidés aussi. C'est impossible de ne pas nommer Michel Noéro, qui est historienne, qui a enseigné des années à Monaco, elle est bien connue. Et c'est elle qui m'a donné l'idée de faire Maginot quand même, à la suite si vous voulez, on peut parler aussi de la jeunesse du projet, comment ça a commencé. Alors, voilà, donc, pour revenir, bien sûr, ton modus operandi est toujours le même, avec des spécialistes qui te renseignent. Voilà, il y a un très gros travail de recherche, pardon. Un spécialiste ou des spécialistes, une énorme documentation, des repérages sur place, plusieurs auteurs. Voilà, comme c'est une série, forcément, un seul auteur ne peut pas faire ça. Des documentalistes, si je puis dire, quelqu'un qui est là pour fédérer un peu cette équipe, c'est un peu mon rôle, parce que c'est pas évident aussi, chacun a son ego et je le comprends, et une fois qu'on a tout ça, on prend plusieurs mois de repérage, de préparation, et Aurélien, c'est l'un de mes co-auteurs qui a le plus travaillé sur un projet, parce qu'il a investi même de ses fonds personnels pour acheter des ouvrages, il s'est déplacé, il parlait d'Internet, mais il a acheté plein d'ouvrages, ça coûte cher. Des ouvrages qu'il a commandés, des vieux livres, des livres récents. C'est ce que j'ai compris dans son travail de recherche. Il les a lus, ça se voit des modèles réduits et des cartes postales. Il connaît mieux que nous, Maginot, ça c'est sûr, maintenant. Encore un passionné. Je m'en suis aperçu. Mais je l'ai vu quand il est rentré dans le studio. Oui, c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet, il connaît toute l'anime Maginot, l'histoire. On va en venir, mon cher Yvon, on va en venir un petit peu au contexte de cette BD. Donc tu voulais lancer là, il y a quelques instants, comment vous êtes arrivé sur ce sujet? Moi personnellement et mes co-auteurs aussi, on va parler de la BD quand même. Nous aimons beaucoup et le contenu, il y a beaucoup à dire. On est passionné par l'histoire, mais l'histoire vulgarisée au sens noble du terme, à la portée non pas des érudits, des intellectuels, des universitaires, mais du grand public. Mais c'est pas parce que c'est destiné. C'est ce que la BD permet. Oui, c'est pas parce que c'est destiné au grand public que ça doit être un ouvrage Wikipédia, encore une fois. J'ai horreur de ça. Tout est vrai, tout Apparemment, on a compris qu'Yvon n'aimait pas Wikipédia. Pas du tout, j'aime pas Wikipédia. Il y a plein de choses fausses, même en ce qui me concerne d'ailleurs. Donc, il faut faire très attention à Wikipédia. Donc, on s'est documenté. À l'intérieur, on apprend beaucoup de choses, parce que c'est un projet ambitieux, c'est pas un volume unique, c'est pas un one-shot, c'est une série ambitieuse dont l'objet, c'est de donner envie de découvrir cette BD, cette ligne Maginot, d'avoir une connaissance générale de cette formidable entreprise de fortification. Alors, venons-en à l'histoire, mon cher Yvon, venons-en à l'histoire. Donc, la BD démarre, c'est le tome 1, la bataille des Alpes. Est-ce que tu peux faire un petit peu le pitch résumé? Yvan va le faire ou chacun va faire son pitch, comme ça il y aura des éléments complémentaires. Alors, je vais en profiter. Normalement, Thomas Fonseca, un de nos fidèles auditeurs qui a gagné le mois dernier une
de tes BD, on va lui en réserver une pour lui parce que je vois qu'il est toujours en train d'écouter, qu'il est là en train de regarder. Donc mon cher Thomas Fonseca, une BD est à ta disposition de la ligne Maginot. Eh bien, j'annonce à Thomas qu'il a gagné une dédicace de ma part, je lui ferai un dessin. Et on va la dédicacer, donc le dessinateur qui est avec nous ce soir, Aurélien Bédéno, va la dédicacer. Mon cher Aurélien, donc le pitch un petit peu de ce tome 1. Alors, je le répète, c'est une série de 6 volumes et il faut bien voir ça en tête. Et quand le dessinateur a commencé le travail, il avait ça en tête. On ne travaille pas sur un one-shot comme on travaille sur une série. On ne va pas tout dire dans un premier volume. Et donc, il a fait la part des choses. Au début, on voulait faire un seul tome. Finalement, on en a fait 2. Un tome en 2 et il sera un peu plus conséquent parce qu'il y aura plus de planches finalement, consacrées aux Alpes-Maritimes. On ne s'est pas cassé la tête. Pour la structure, on a suivi la structure de Maginot. Ici, c'était le secteur des Alpes-Maritimes, tout simplement. Bien sûr, on découvre une des premières constructions, c'est Roquebrune-Cap-Martin. Il y a la construction de Peille. Il y en a plusieurs qui sont décrits dans ce premier tome. Mais ce n'est pas une BD chronologique absolument, à 100%, puisqu'il y a de la fiction dedans. Il y a des jeunes gens, on va en parler après. C'est un petit peu le style Yvon Bertorello. C'est souvent beaucoup de BD, c'est de la fiction qui est mélangée aux faits historiques. Pour être très honnête, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est quand même l'idée d'Éric Stoffel qui a beaucoup travaillé comme ça et moi ça m'a beaucoup plu dès le début. Éric Stoffel, Serge Scotto et toi bien sûr qui sont les co-auteurs de cet événement. Nous sommes les co-auteurs, voilà. Il y a le coloriste à l'intérieur. Bruno Pradel. Bruno Pradel qui a un talent fou parce que la couleur... c'est pratiquement toujours la même équipe. Ah oui, si elle est ratée, le projet est raté. Et là, la couleur rehausse le beau travail artistique d'Aurélien Bédéno. Et c'est formidable. Est-ce qu'Aurélien a son mot à dire sur la couleur à chaque fois ou pas ? Moi j'essaie du mieux que je puis parce que je pense le dessin en noir et blanc. Je pense en noir et blanc parce que je songe à faire des expositions et je veux que le noir et blanc soit beau. Après, évidemment, j'ai des idées très précises sur les lumières. J'ai insisté pour que la couverture, il y ait une alternance de lumière chaude, de couleurs chaudes et de couleurs froides afin que ça attire l'œil. Et naturellement, des fois, je me suis permis d'indiquer aux coloristes pour des choses purement... historique, par exemple, au départ il avait fait des galons rouges sur les épaules, j'ai dit non, c'est pas de cette couleur-là. D'accord. C'est normal, c'est un travail d'aller-retour entre les auteurs, c'est bien normal. Alors, et on s'entend bien, c'est une équipe, oui, j'ai bien parce compris. qu'on ne peut pas faire un projet comme ça si il n'y a pas une parfaite entente et une même passion. C'est pas une BD de commande, c'est nous qui avons eu l'idée de faire cette série-là. Alors, revenons en arrière 30 secondes sur la genèse quand même, ça permet de remercier plein de gens. Tout au début... je dois remercier pour la genèse du projet Richard Laval, qui est le président de l'association de la Guézin à Sospel, l'un des forts de Sospel. Pour la parenthèse, il est représenté à un moment dans l'album de bande dessinée. Il est dans la bande dessinée, on ne vous dira pas où. Voilà. À vous de le trouver. Voilà, et lui il était ravi. Et donc quand j'ai visité son fort, j'ai été vraiment très, très, très pris par cette idée de BD sur Maginot. Lui m'a encouragé. Au même moment, on a rencontré assez rapidement, on cherchait à rencontrer les élus locaux, les partenaires potentiels. Et on a rencontré, je crois que c'est Jean-Luc qui m'a mis en lien. Non, c'est Richard Laval et de la Guessin qui m'a mis en relation avec un adjudant-chef du Montagel. Et puis ensuite, immédiatement, on a rencontré Michel Noëro, qui a été élu dans le conseil municipal de Peille, qui est historienne elle-même, passionnée, très sympa. Et elle m'a emmené un peu partout. D'accord. Parce que sur la commune de Peille, il y a le fort énorme de Maginot-Montagel. Le Montagel, ce que l'on voit du bas, c'est un fort serré de rivière, mais il y a également un fort Maginot. Souvent, c'est le cas d'ailleurs, assez souvent. Et puis, il y a des avant-postes, il y a des petits forts, col des Banquettes, col de la Madone, Montours, etc. Et Michel Noëro était passionné par ces questions-là. Donc, elle m'a emmené partout. Ensuite, Aurélien et Eric sont venus. On a refait des visites aussi ensemble. Voilà comment ça s'est fait. Ça, c'est la genèse du projet. Alors, voilà. Donc... Ensuite, un projet comme ça, moi, je dis toujours, un projet, même s'il est national, il s'inscrit de façon locale. Un projet, ça commence bien quelque part. Comme là, on a pris le parti de suivre l'histoire de la construction et ça commence ici, on s'est dit, on ne va pas faire ce projet si aucune institution locale, association, élue
n'êtes intéressé par le projet. Bien sûr, parce on rappelle qu'il faut le financer. Ça n'a aucun intérêt. Il faut le financer aussi. Même si, non, mais un éditeur peut très bien... moi, je fais plein de projets qui ne sont absolument pas financés, pour lesquels il n'y a aucun partenaire, aucun préachat. Et ici, l'éditeur, il aurait pu dire, c'est un bon projet qui va se vendre au national, on finance. L'éditeur, c'est aussi un banquier. Mais je me suis dit, s'il n'y a personne qui est intéressé, ce n'est pas un bon projet. C'est leur intérêt de mettre en valeur le patrimoine militaire, architectural, local, et puis la bataille de Menton. Enfin, c'est très important, la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Si personne n'est intéressé, je ne le ferai pas. Mais tout le monde, très très rapidement, les élus, les maires, les associations, le département, la métropole de Nice-Côte d'Azur m'a soutenu. À mon grand étonnement, la région n'a pas voulu. C'est surprenant. Peut-être que c'est un peu excentré, les Alpes-Maritimes, par rapport à la région PACA. Ça viendra peut-être. Ça viendra pour la suite, je l'espère. On va dédicacer une belle BD au président de PACA, M. Renaud Meuselier, qui est un homme intelligent et délicat, donc il appréciera le travail. Et j'espère que la région soutiendra la suite de la série. Et donc ici, c'est une occasion aussi de remercier les partenaires qui nous ont beaucoup aidés et fait confiance dès le début, parce qu'on n'avait rien à leur montrer, si ce n'est ce qu'on avait réalisé. Donc le département, le président Charles Anginesi, qui est lui-même un passionné du département et des constructions. Le département a engagé beaucoup de fonds pour les mettre en valeur. Tout de suite, ils m'ont dit oui, la métropole Nice-Côte d'Azur. Beaucoup de communes où il y a les forts marginaux, naturellement. Et certains maires... On va les citer rapidement: Roquebrune, Ville de Menton, Sospel, Saint-Étienne-de-Tinée... Isola, voilà. Donc Isola, la Vésubie aussi, Breil-sur-Roya, évidemment, Breil-sur-Roya. En Vésubie, on a la Bolène, on a Belvédère. Je ne veux pas les oublier. Certains maires ont manqué à leur parole, ce qui est un peu dommage. Et je pense qu'ils, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas ce qu'ils peuvent soutenir d'autre que des projets qui concernent la région. Mais je pense que pour la suite, ils regretteront de ne pas avoir soutenu ce projet, parce que quand ils vont voir ça, ils vont dire mais pourquoi on n'est pas dedans? Voilà. Ça paraît invraisemblable, mais pour la suite, je pense qu'ils nous soutiendront. Donc je remercie beaucoup. Vraiment, on remercie beaucoup ceux qui nous ont fait confiance dès le début. Et puis si tu en oublies quelques-uns, voilà, si tu en oublies, ça arrive parfois qu'on il y a les associations aussi, de ne pas se vexer, que ce soit le Fort Saint-Roch, que ce soit l'Aguaisin, je l'ai dit dès le début. La Fédération nationale du génie militaire. Alors ensuite, il y en a beaucoup, hein. On les remercie beaucoup. Certains, 2 ou 3 se sont désistés parce qu'effectivement, on n'a pas honoré l'agenda parce qu'il y a eu la Covid. On le regrette beaucoup, mais on remercie tous ceux qui nous ont fait confiance juste au bout. Il y en a pas mal. La Fédération des soldats de montagne, avec le général Michel Klein, qui nous a fait confiance, qui de temps en temps nous taquinait en disant alors quand est-ce qu'elle sort cette BD, c'est comme l'Arlésienne. Eh bien elle est sortie, et je l'ai dit, le département, la métropole, la CARF de Menton, qui a soutenu, parce que c'était un peu illogique qu'ils ne soutiennent pas un projet, parce que dans le tome 1, Menton est quand même très présent, notamment par la bataille dite de Menton. Alors revenons au tome 1. Justement, c'est ce dont je voulais parler. Voilà. Eh bien, laissons Aurélien. Voilà, revenons au tome 1. Voilà, on a fait les remerciements. On va un petit peu parler de cette BD. En fin de compte, qu'est-ce qui s'y passe dans cette BD? L'histoire, le pitch. Alors, le contenu, l'histoire. Le contenu. Nous avons en fait 3 jeunes gens en 2023 qui font ce qu'on appelle de l'urbex. Exploration urbaine, c'est-à-dire, on en trouve beaucoup de vidéos sur YouTube, sont des jeunes gens qui explorent des lieux abandonnés. Et ce qui fait partie de l'éthique des explorateurs de l'urbex, je le redisais avant l'émission, c'est de ne jamais détruire les lieux, de ne jamais faire de graffiti ou de tag, de ne jamais prendre quoi que ce soit. On respecte les lieux, quelque part on honore le passé. Et donc nous avons ces 3 jeunes gens qui explorent ces lieux. Et puis il y a un flashback. Et on se retrouve en 1940 où l'on suit le parcours de l'arrière-grand-mère, si je ne dis pas de bêtises, de l'héroïne d'un trio de jeunes gens qu'on trouve en 2023. Et alors là, on se retrouve en 1940 et c'est la petite histoire dans la grande histoire. Pour faire très court, il y a une femme qui semble être coincée dans une sorte de triangle amoureux. Ça, c'est pour la petite histoire qui est émaillée de récits de batailles qui, eux, ont réellement eu lieu.
dont le fameux récit de la bataille de Pont-Saint-Louis, dont beaucoup de gens de la région parlent, mais beaucoup moins des gens de la France entière. Cela dit, j'ai remarqué que cette bataille était devenue un peu plus populaire depuis que Nota Bene avait fait une vidéo précisément au moment où l'on préparait cette bande dessinée. Donc, je le dis très rapidement, c'est la bataille de Pont-Saint-Louis, mais il y a d'autres batailles qui sont relatées dans cet ouvrage. Pont-Saint-Louis, c'est les fortifications de Pont-Saint-Louis qui ont été attaquées par les Italiens, mais les manières ont été installées, les forts, les Maginot, un pouvait défendre l'autre. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est en éventail. C'est-à-dire qu'en fait, chaque canon est orienté de façon à ce que ça recrée une barrière infranchissable. Et puis surtout, on avait celui de Roquebrune qui pouvait tirer sur celui du Pont-Saint-Louis. Exactement. Alors donc, c'est ce qui est relaté dedans. On a l'ouvrage de... J'ai regardé quand même. Hein. Ouais. J'ai regardé la bande dessinée quand même. Vous l'avez lu, ça fait plaisir. Alors je l'ai pas lu en entier, je vais être honnête, puisque j'ai pas eu le temps de la lire en entier. Mais bon, je suis quand même habitué à lire dans les grandes lignes. Et je l'ai lu effectivement, et elle est vraiment sympa. Et pour ça qu'après je poserai la question à qui elle va s'adresser. Mais on finit l'histoire, donc la bataille du Pont-Saint-Louis. La bataille du Pont-Saint-Louis, je le dis très rapidement. Clairement, grosso modo, c'est 9 Français qui se sont retrouvés coincés dans la casemate en ignorant que l'armistice avait été signé, tout simplement parce qu'ayant fait sauter les ponts, ils ont fait sauter les lignes. Si bien que lorsqu'on leur téléphonait pour dire non mais arrêtez tout, arrêtez de tirer, les Italiens, c'est réglé avec eux. Eux, ils ne le savaient pas et ils continuaient de tirer jusqu'au moment où vous allez voir vers la fin de la bande dessinée, les Italiens arrivent avec un petit drapeau blanc. Non mais c'est fini maintenant, il n'y a plus de guerre. Et les Français ne les croient toujours pas. Oui, c'est ça, continuez comme ça et on va vous retirer dessus. Ce n'est que 2 jours après où finalement ils auront tenu 10 jours sans nourriture, sans eau, sans toilette. On suppose qu'ils ont évacué leur déjection via les goulottes à grenades. Ils ont tenu 10 jours dans ce petit endroit. C'est une casemate. Là, en l'occurrence, c'est 2 petites salles minuscules avec 2 couloirs. C'est tout. Des hamacs tendus au travers du couloir. Ils ont tenu là-dedans et finalement, les Italiens n'ont jamais réussi à avoir cette casemate. La légende, parce que les Italiens ne sont pas forcément d'accord avec ça, on pourrait en reparler, la légende dit que les Italiens leur auraient fait une haie d'honneur. Mais grâce à des documents que j'ai trouvés sur les archives italiennes, j'ai lieu de penser que c'est potentiellement vrai, cette histoire. D'accord. Il raconte bien, on sent qu'il est comédien. Hein. On sent qu'Aurélien est comédien parce qu'il sait très bien raconter les histoires. Bravo Aurélien. Voilà, donc en tout cas, nous, surtout aussi, cette BD, on va inciter les gens à aller l'acheter, bien sûr. Hein, Alors, elle est sortie aux éditions Plein Vent, l'édition du Rocher. Elle est distribuée par Hachette, donc elle est extrêmement bien distribuée. On la trouve partout en librairie, à la FNAC. Même si elle n'est pas présente, vous la demandez, ils la font venir. Elle est disponible. Oui, il suffit de demander aux libraires. Des fois, en fait, les albums ont déjà été vendus. Donc, si on les trouve, oui. Je vais en profiter pour mettre à l'image. Je vais mettre à l'image donc la couverture. La couverture, voilà exactement. Je vais mettre la couverture à l'image. Ah, c'est pas la bonne couverture. Elle va arriver. Bougez pas. Ça c'est l'émission tout à l'heure. Ça arrive. C'est le direct, c'est normal. C'est le direct, effectivement. On va vous mettre dans quelques instants. En gros, la couverture, comme ça, vous pouvez l'avoir bien en tête. Vous l'avez là, ici, actuellement sur l'image. Hein, donc, mais justement, la couverture nous montre le Pont-Saint-Louis, la frontière entre Menton et Vintimille. Et assez curieusement, on ne prend pas parti pour les soldats fascistes italiens, je vous rassure, mais assez curieusement, là, on est situé du côté des Italiens pour montrer combien c'était dur et combien, enfin, c'est ce que j'ai voulu exprimer, ce petit bloc a pu tenir tête face à l'invasion des Italiens fascistes. Donc on va retrouver peut-être bientôt en image. Voilà la casemate. Voilà, on va la mettre à l'antenne. Vaillamment tenue par la barrière anti-char. Et les Italiens qui se prennent une volée de tirs de mitraillette. Voilà, vous avez à l'image donc exactement. Et d'ailleurs, c'est la couverture que nous a présentée tout à l'heure Aurélien, donc en noir et blanc. Voilà. Cette très belle couverture, et puisqu'il est venu avec des planches ici en studio. Voilà. J'ai une petite révélation à vous faire. Que va-t-on en prendre ? Eh bien, écoutez, j'ai la joie de te l'annoncer, Yvon, que je suis en train d'organiser depuis quelque temps une exposition pour le festival de BD d'Angoulême, en lien avec le musée de la Résistance d'Angoulême. Alors on rappelle, hein, donc plus grand festival de BD du monde. Hein, exactement. D'Angoulême, on le rappelle. Ah oui, c'est donc il y aura une exposition donc avec ces planches-là. Il y aura une exposition des planches originales avec d'autres auteurs de plein vent, mais pas que. Il y aura aussi 2 auteurs de chez Fil Glacial pour le Petit Théâtre des Opérations. Donc on est en train de régler cela pour l'instant. D'accord. On y retrouvera Yvon Bertorello, je suppose. Nous y serons parce que très probablement, avec mes co-auteurs, mais l'autre équipe également, parce qu'on a appris que notre BD sur les Justes a été sélectionnée, elle n'a pas encore de prix, sélectionnée pour 3 prix, ce qui est déjà pas mal, le prix de la BD chrétienne d'Angoulême, le prix du ministère des Armées,
et le prix de France Bleu National. Elle est sélectionnée pour 3 prix. On espère au moins avoir un prix sur les 3. Je pense. On en est ravis et on ne s'attendait pas à être sélectionné pour 3 prix. Donc c'est vraiment remarquable. Et merci au jury, en tout cas, de nous avoir sélectionnés. Donc forcément qu'on sera en Angoulême. Et donc on va aussi représenter la BD sur la ligne Maginot. Elle va s'adresser à qui cette BD? Puisque en fin de compte, il y a beaucoup de partenaires. Elle s'adresse à qui en général? Elle s'adresse à qui en général? Alors, nous, on fait des BD pour le grand public, de vulgarisation au sens noble du terme, hein, je le précise, parce que ce mot est galvaudé aujourd'hui. Et à travers une BD, comme je le dis toujours, une BD, c'est un objet qui permet de toucher toutes les classes sociales, parce que c'est pas cher, toutes les générations, tous les milieux. C'est extraordinaire, la bande dessinée. C'est si vrai que dans les régimes totalitaires, la bande dessinée était interdite. Elle a été brûlée. Que ce soit les régimes de droite ou de gauche totalitaires. Oui, parce qu'ils avaient peur qu'on mette des messages dedans. Et qu'on fasse passer des messages, c'était interdit. Mais même en France, la BD a eu beaucoup de difficultés. Il n'y a pas très longtemps encore, même aux États-Unis, elle a eu des difficultés partout. On rappellera toujours à peu près dans les mêmes tarifs, 15,90 €. Oui, dans les 16 €, standard, 15 €, 16 €. 15 €, ça n'a pas subi l'inflation. C'est l'un des seuls objets qui n'est pas subi d'inflation. C'est vrai. Et c'est l'une des rares littératures que les jeunes achètent encore. On dit que les jeunes ne le lisent plus, ils vont sur Internet, etc. La BD, il y a de plus en plus de BD. Elles ne sont pas toujours très très bonnes, mais les éditeurs n'ont pas à se plaindre. Ils sortent, je crois, 50 albums par semaine, ce qui est à mon avis trop, mais bon, il en sort beaucoup. Dans les festivals, on a vraiment toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge. On l'a encore vu ce week-end, la BD marche très bien. Elle a encore de longues années devant elle, c'est la BD, et c'est pas comment dit-on, les réseaux sociaux, Internet qui vont empêcher ce bel objet, parce que les gens ont compris qu'un objet, c'est un objet d'art, comme le dit Aurélien, surtout quand, je suis entièrement d'accord. Quand les dessinateurs comme lui prennent à cœur de faire un véritable objet d'art. Une BD peut se faire en 6 mois. Mais ça n'a pas du tout la qualité. Tu avais déjà travaillé avec Aurélien ou c'était la première fois? Non, c'est la première fois. Voilà, parce qu'effectivement, je connais toutes tes BD, c'est la première fois que je voyais. C'est la première fois et ça faisait des années que je voulais qu'il travaille sur un projet. On avait une autre idée, ça ne s'est pas fait. Et quand il y a eu ce projet, il dit Aurélien, il pourrait vraiment convenir dans son style pour ce genre de Et pour répondre à votre question, je pense qu'on vise un public familial, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est bien, il a entendu ma question, il est resté sur ma question. On vise un public familial. Quant aux dédicaces, oui, la moyenne d'âge, il n'y avait pas spécialement. Il y a de tout, il y a des enfants, il y a de tout. On a eu des adolescents, il y a des gens hommes d'âge mûr, on a vraiment eu de tout. Des vieux monsieur, de tout. C'est vrai qu'on a mis un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de nudité, par exemple. C'est quand même un récit de guerre, mais finalement, on est assez prudent. Il y a quelques explosions de sang, elles sont quand même très. J'ai vu, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est véritablement une BD familiale, mais comme vous le disiez, je tiens vraiment à faire quelque chose de populaire, qui s'adresse à tout le monde, et ce n'est pas un vain mot. Et je trouve, ces derniers temps, c'est mon impression, je me permets de le dire, que des fois, on fait de la bande dessinée un peu trop à la va-vite, et je parle à des lecteurs qui me disent qu'ils regrettent un peu de ne pas retrouver la rigueur dans le décor d'un Bob Demore, qu'ils trouvent que la BD maintenant, sous prétexte de faire du roman graphique, on va faire 300 pages avec un dessin très approximatif. Finalement, on a moins envie d'ouvrir ou de feuilleter la bande dessinée. Moi, je veux que ça parle à tout le monde et que ce soit agréable à voir visuellement. Donc, je m'adresse à tout le monde, aux personnes âgées, aux enfants, aux adolescents, à tout le monde, hommes, femmes, voilà. C'est Aurélien Bédéno. Voilà, ben oui, Aurélien Bédéno, voilà, comme tu viens de le dire. On va rappeler les noms, bien sûr, des auteurs, hein, Yvan Bertorello, Serge Scotto et Eric Stoffel, qu'on a reçu déjà en studio ici avec nous. Il est venu t'accompagner, d'ailleurs les deux, Serge Scotto aussi, Aurélien Bédéno. Donc, alors, cette BD, on vous invite à aller, elle est sortie là depuis maintenant... Elle est sortie mercredi dernier, l'Office en France. Elle a été lancée à Menton, à la ville de Menton. Elle a été lancée à Peille. Il y a déjà eu 2 lancements. On espérait avoir un lancement avec le département. Pour le moment, ils n'ont pas encore
proposer quoi que ce soit. On a plusieurs dédicaces là dans la région. Alors il y a des dédicaces prévues en librairie partout. On fait la promotion dans les médias. Ce soir on est chez toi. Ce matin tu étais chez nos confrères de France Bleu. On espère avoir un tournage avec FR3. Il y a d'autres radios qui vont nous recevoir. On attend toujours l'article dans Nice Matin. Ça serait incroyable que Nice Matin ne fasse rien sur une BD qui parle de la bataille de Menton et la bataille des Alpes qui se passe entièrement dans les Alpes-Maritimes. Ce serait vraiment surprenant, d'autant plus qu'ils ont reçu la BD. Donc s'il y en a un de Nice Matin qui m'écoute, merci par avance de faire pas une recension mais un vrai article avec les auteurs. Je dis à Nice que dans le tome 2, je suis déjà en train de représenter Nice en 1940. Voilà, j'enverrai un petit message à nos journalistes de Nice Matin. Bah oui, personne nous a contacté encore de Nice Matin, ça paraît incroyable. On va parler des projets, on va parler du tome 2. Donc le tome 2, on va aller sur les projets. Maintenant la BD, on invite les gens à aller l'acheter. Bien sûr, on va pas leur faire la totalité. Elle est destinée aussi aux écoles. Ça irait. C'est une BD qui, c'est au programme. Ça irait très très bien pour les écoles, pour les collèges. J'ai même des projets justement avec des écoles. C'est en train de se faire, c'est pour parler là. C'est ça. Alors, donc le tome 2 va parler de quoi, mon cher Aurélien? Le tome 2 qui est déjà dessiné. Non, je suis en train de le dessiner, donc je ne sais. Alors oui, justement, ça me permet de revenir sur l'histoire. Peut-être, je sais que certaines personnes m'ont dit il y a beaucoup de faits historiques qui sont relatés dans ce tome 1, j'espère que je vais m'y retrouver. Alors je les rassure, il y a des fenêtres qui ont été ouvertes et qui vont être refermées. Parce que lorsque l'on suit la petite histoire dans la grande histoire, on suit des personnages, on ne sait pas trop qui ils sont et où ils vont. C'est bien normal. Car là, Eric Stoffel et Serge Scotto ont fait un petit tour de force scénaristique. Dans les tomes suivants, on va comprendre ce qui se passe avant et après certaines séquences, ce qui nous permet d'un peu mieux comprendre qui est ce journaliste étrange qui fuirette un peu partout dans les ouvrages d'artillerie, qui est le colonel Poutre qui semble un peu séduire cette jeune femme. Et ça va nous permettre, mine de rien, d'explorer à chaque fois un peu plus les ouvrages de la ligne Maginot. C'est pas moi qui fais l'histoire, mais je me laisse un peu surprendre aussi parce que vous m'envoyez Eric et Serge. Mais je devine qu'on va, là on a suivi jusqu'en 1940, on va suivre maintenant la suite, à savoir lorsque les Allemands et les Italiens s'installent et comment après on les déloge. Parce qu'après les Allemands ont occupé ces ouvrages de la ligne Maginot. Donc on va suivre un peu tout cela. D'autant plus que dans notre département, ils étaient chassés ailleurs, mais ici ils sont restés de l'automne 44 jusqu'à mai 45, parce qu'on les a laissés dans l'arrière-pays, entre autres sur le plateau de Lotion. On découvrira en tout cas la totalité dans le tome 2. On découvrira la totalité de cette chronologie, de cette histoire. Puisque nous sommes à Menton, évidemment, je remercie beaucoup la ville de Menton qui soutient ce projet. Et puis la ville de Roquebrune, Cap-Martin, qui est très présente dans la bande dessinée. Et ils ont jugé que c'était vraiment judicieux de soutenir ce projet. Normalement, on devrait avoir aussi une présentation peut-être avec les écoles à Roquebrune, Cap-Martin. Je m'en réjouis. Et puis pour le tome 2, on a les mêmes partenaires et puis d'autres partenaires comme Gorbio et d'autres que je ne suis pas encore autorisé à citer. Voilà. D'accord. Tome 2, tome 1, tome 2, donc, et puis après, il y en a d'autres de prévus ou pas? 6 volumes. 6 volumes. On va aller jusqu'aux Ardennes. Le 3e tome sera encore dans les Alpes. Il va y avoir les Alpes de Provence, c'est-à-dire le fort Roche-la-Croix, l'Arche. Et après, on arrive directement à Briançon. Comme dans les Hautes-Alpes, les montagnes dépassent 3000 mètres souvent, il n'y avait pas de nécessité de faire de fort. Il y avait de la neige, etc. Il y a juste quelques avant-postes dans les vallées, côté italien et côté français. Ensuite, on arrive à Briançon. Là, il y a un gros morceau. Côté italien, vous avez le Chaberton, qui est un cru incroyable du Vallo Alpino. Et puis, côté français, il y a une dizaine de forts Maginot. Et on continue comme ça. On va les découvrir dans les différents tomes. J'ai envie de dire aux auditeurs, achetez la bande dessinée et après rendez-vous dans les ouvrages d'artillerie dont on parle. Ça peut être une sorte, un jeu amusant de piste, parce que si vous rendez à Saint-Agnès, si vous rendez au fort de la Guézin, à Roquebrune, Cap-Martin, Sospel, vous allez reconnaître les lieux que j'ai dessinés, que nous avons scénarisés. Oui. Effectivement, on en a beaucoup chez nous, et comme tu disais, il y en a qui sont très bien mis en valeur. C'est celui de Sospel, qui est celui du col Saint-Jean, c'est ça? Non, c'est lequel? Le Laguaisin qui est remarquable. Et il y a un petit fort en bas qu'on ne peut pas ne pas nommer, c'est le fort Saint-Roch,
qui est magnifique, qui est un petit bijou. C'est un peu une sorte de musée. Il y a des mannequins, voilà, etc. Effectivement, c'est celui-ci que je voulais extrêmement bien entretenu par l'association qui gère ça. Si vous allez à Sospel, il faut voir le Fort Saint-Roch et le Fort de la Guézin. Ces gens sont incroyables. Voilà, c'est le Fort Saint-Roch que j'ai visité, et le Fort de Sainte-Agnès. Donc je les connais très bien, effectivement. Et puis Fort Saint-Roch, j'en profite pour dire que le département a un très gros projet de mise en valeur des fortifications militaires des Alpes-Maritimes. Et ils vont créer un espace au fort de la Revers, au-dessus de Aise. D'ici 2 ans, je pense que ce sera ouvert. Et j'espère que notre BD sera en bonne place dans cet endroit. Les projets, mon cher Yvon? Des projets, on en a plein. Aurélien, là, je veux pas. On espère qu'il va pas signer d'autres projets ailleurs parce que il est tellement pris par celui-là. C'est un projet très ambitieux. Le message est passé, mon cher Aurélien. Et avec d'autres équipes, on a la série sur les Justes, elle continue. Le tome 2 est en cours. Le tome 2 est en cours. On a une série chez Dargaud sur les énergies renouvelables et naturelles. On fait des choses très éclectiques avec Cédric Fernandez que tu connais aussi. Bien sûr. Et là, c'est les 3 premiers tomes, c'est la géothermie. On espère avancer sur le tome 3 pour le Les mondes d'Arverne. Les mondes d'Arverne, voilà. A présenté et ça, c'est destiné à la jeunesse. C'est un dessin un peu héroïque fantasy. Même là, il y a une fiction, mais on apprend. Et on se divertit. Alors, c'est ta manière de travailler, toujours un retour, c'est toujours transversal, c'est des va-et-vient entre le passé et le présent, voilà. Toujours sous forme de roman, avec toujours dans le passé des faits réels et des dessins réels. C'est vraiment votre manière de travailler. Exactement. On a aussi l'ambition de poursuivre la bande dessinée sur le monde romain, Adromam. Les Adromam. Adromam. On espère faire le 4e sur Simier et les Thermes. On va faire revivre les Thermes. Et puis, on a de nouveaux projets qui sont initiés. Je le dis, on fait une biographie sur le président Pompidou. Ça, c'est une commande. Vous en avez parlé le mois dernier. Voilà, et ça sortira en septembre parce que c'est un homme de culture. Et je le fais. L'un des auteurs, c'est Stéphane Bern. Il y aura Cédric Fernandez, Stéphane Bern et moi-même. Et Stéphane Bern, ça l'a beaucoup intéressé parce que c'est pas une BD politique naturellement, bien sûr. C'est sur la culture, l'art. Pompidou, c'est peut-être le dernier avec Mitterrand, président cultivé, connaissant la culture gréco-latine. Pompidou, en plus, est un amateur d'art contemporain, mais il était helléniste, latiniste. D'accord. Donc ça sort. Et puis ça fera plaisir que je le dise, on va initier un projet sur les carabiniers du prince de Monaco. Là, je suis autorisé à le dire, donc ça va. On devait le présenter l'année dernière, il était resté en stand-by, alors si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, et là, ça va se faire, ça sortira dans l'année prochaine. Avec Stéphane Bern et Arnaud de Lalande, il y a une BD sur Monaco, un peu plus touristique. Et puis, on a un nouveau projet qui va se signer très bientôt, c'est la dynastie des 2 Siciles, et, dont le prince Charles de Bourbon est bien connu puisqu'il habite chez nous. Et je suis épaté de savoir comment il arrive à travailler combien de projets en même temps. Ce projet-là va raconter en 3 volumes l'histoire incroyable des 2 Siciles, puisqu'en Italie, il y avait une quinzaine d'États encore au 19e siècle. D'accord. Voilà les projets, puis d'autres. Mais il y en a un qu'on discutera hors antenne, tu m'avais présenté, mais là, on ne peut pas le dire à l'antenne. Non, on ne peut pas encore le dire, là. Voilà. Oh. Je te poserai la question. J'encourage les gens à lire notre magnifique BD sur la ligne Maginot et puis à la diffuser, à communiquer autour. Vraiment, le travail d'Aurélien qui est là est formidable. Merci. Non, vraiment, c'est peut-être l'une de mes plus belles BD. C'est la signature d'Aurélien qu'on voit tout en bas. Oui, A, B, Deno, je mets B.D. mais c'est 2 accents aigus, puisque mon nom, il y a les consonances de bande dessinée dedans, ça tombe plutôt bien. C'est un nom prophétique, hein, pour un spirituel comme toi, ça tombe bien. J'espère que No ne signifie pas N-O comme pas de bande dessinée. Non. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie d'être venu encore nous présenter. Est-ce qu'il y a des petits messages que tu aurais voulu passer avant la fin de l'émission, mon cher Yvon? Non, le seul message, c'est que je te remercie. Tu dis que tu me remercies pour ma fidélité. Moi, je te remercie pour ta fidélité, ta confiance, parce qu'il n'y a pas de petite radio. Et puis surtout, on est les seuls à te faire laisser très professionnelle. Et merci pour la durée de l'émission aussi. Et tu nous reçois tout le temps, tu nous donnes le temps de parler du projet. Et les liens que je mets restent des années donc sur les réseaux. Les gens apprécient beaucoup, et même des médias nationaux
écoute, il dit c'est sérieux comme projet. Et un ami d'une grande radio nationale m'a dit tu as beaucoup de chance de pouvoir exposer aussi longuement ce projet. Voilà, on peut se permettre de le faire puisqu'on restera toujours dans notre créneau et on a choisi de le faire dans radio locale, d'être une radio non commerciale et de prendre le temps, voilà, parce qu'on sait très bien que les grandes radios, les radios commerciales ont des impératifs voilà, au niveau antenne, et que nous on a le choix de ne pas pouvoir le faire. Et surtout notre but, et on continuera à le faire, c'est de laisser la parole, voilà, de ne pas couper au bout de 5 minutes. Voilà, c'est impossible de résumer un sujet comme ça, ce que vous êtes en train en 5-6 minutes, c'est pas possible. Il faut laisser le temps d'en parler et on continuera à le faire avec toi, Yvon. Voilà, les auditeurs qui veulent nous écouter, nous écoutent. Ceux qui veulent zapper le font comme à la télé, zappent. C'est pas un souci. En tout cas, moi, je continuerai à garder ma philosophie. C'est laisser la parole aux gens comme vous. Voilà, c'est comme ça. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, on vous invite à aller acheter cette BD. On rappelle donc La Ligne Maginot, c'est le tome 1, La Bataille des Alpes, avec le dessinateur qui était avec nous ce soir, Aurélien Bédéno. Les auteurs Yvon Bertorello, Serge Coteau et Eric Stoffel, que vous connaissez très bien. Et puis bien sûr, toutes les autres BD. Toute dernière chose, on a des dédicaces un peu partout. Demain, nous sommes à la librairie Masséna. C'est normal de le dire parce qu'ils nous font le plaisir, l'honneur de nous recevoir. Donc demain, on est à la librairie Masséna à partir de 15h. Dans quelle ville, Yvon? Pardonnez-moi, à Nice, mais Masséna ici, tu sais, pour un Parisien, non. Masséna, bien sûr. Non, c'est Masséna, le général Masséna, premier maire de Nice. Il arrive de Paris? Oui, c'est un parigot, donc évidemment, il ne connaît rien ici. Mais j'allais régulièrement en vacances ici, donc je suis très sensible à votre belle librairie Masséna à Nice. Le matin, on sera à la librairie Biovès, Jardin Biovès, en face le Palais de l'Europe, chez Thierry Galéa. Très bonne librairie. Ensuite, le jeudi, on est toute la journée à Monaco, à la librairie Alphabet. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent. À Monaco, vous avez le ministre d'État qui est un passionné de bande dessinée. Vraiment un passionné, et connaisseur et tout ça. D'ailleurs, on lui a dédicacé, Aurélien lui a dédicacé, lui a fait un très beau dessin, on le lui donnera. Et je sais qu'il y a des gens de Monaco qui écoutent, peut-être qu'ils le lui diront avant que je lui remette la BD. Ensuite, vendredi, on est à quel endroit vendredi? Toute la journée? Je sais plus, il y a Attends, jeudi à Monaco. Vendredi, on va faire dédicacer la BD pour Thomas, notre avec plaisir. Vendredi, on est à la librairie Les Mandarins à Roquebrune-Camartin. Samedi, on est au Centre culturel Leclerc de Vence. Moi, dimanche matin, je dédicace à la Maison de la Presse de la Turbie. Et puis lundi, on a une dédicace à la librairie BD Fugue, à une excellente BD à Nice. Et puis les médias, la promo continue au niveau local et national. Il est autant très bon auteur que très bon commercial, mon cher Yvon Bertorello. Bravo. Si on fait une BD pour la laisser dans une bibliothèque, ça n'a aucun intérêt. Mais c'était de l'humour, mon cher Yvon. Je le sais très bien, mon cher Jean-Luc. Allez visiter ses ouvrages. Je suis content de te revoir en forme parce que ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Tu as passé un très mauvais moment, mais il est de retour. Il est de retour, le cher Yvon Bertorello. Voilà, préparez-vous. Il est là. Merci à tous. Merci à vous. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Je vous rappelle qu'à partir de 21h, vous retrouverez mes émissions funk, bien sûr. Fans de funk et Funk Night Fever. Et puis nous, on se retrouve demain soir à partir de 18h. Bye bye à tous. Radio Fréquence Méditerranée, www.